écoutez Les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. De retour de Mayotte, le président de la République parle de la réforme des retraites. Le chef de l'État a accordé une interview à nos confrères d'RTL. Je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays, donc je la défendrai. Peut-être que ça me rendra impopulaire. Peut-être que des gens diront c'est insupportable, tout ça pour ça. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de blocage. Il faudrait commencer maintenant. Je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Marianne Soubré, est-ce que tu applaudis cette détermination présidentielle ? Ça te fait sourire. Comment veux-tu que j'applaudisse, sachant que les avocats, avec notre régime autonome, nous sommes particulièrement ciblés. D'ailleurs, je voulais rectifier, parce que ce matin, sur, on va dire, une autre radio, j'ai entendu une journaliste dire à Bruno Le Maire qu'ils avaient déjà capitulé sur les retraites des avocats, ce qui est absolument faux. Je veux dire, aujourd'hui, les avocats, on est toujours dans la même situation. On veut supprimer notre régime autonome qui marche extrêmement bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Et nous piquer le pognon. Et nous piquer notre argent en plus, alors qu'on abonde au régime général. Enfin, voilà. Mais t'as vu ce qu'il a dit, Emmanuel Macron. Peu importe, il veut aller jusqu'au bout de la réforme. Si tu veux, c'est encore une fois un effet d'annonce avec un affichage. Mais c'est vrai que Delevoye, pour ça, ils font semblant de dialoguer depuis le début avec tout le monde. Mais on verra ce qui va se passer le 5 décembre, puisque le 5 décembre, il risque quand même d'y avoir une énorme grève de toutes les professions. Il n'y aura pas que les cheminots, il y aura aussi les avocats. Mais il y aura quel tout le monde. Mais quel pays ? Mais il y aura tout le monde. Mais quel pays ? Le 5 décembre, il y aura tout le monde, parce qu'en fait, donc c'est une journée morte. Je pense, parce que le problème de cette réforme, qui est certainement absolument nécessaire, c'est qu'elle est faite sans concertation. Elle est nécessaire, mais elle ne doit pas toucher les avocats, si je comprends bien. C'est même pas le problème. Ah bon. Nous, les avocats, je vais te dire, quand ils ont créé le régime universel, ils n'ont pas voulu de nous. Ils ont dit, vous les avocats, vous démerdez, on veut pas de vous. On crée notre régime, qui est autonome, qui n'est pas un régime spécial. On prend rien du tout à l'État. Rien du tout. On leur rapporte même de l'argent et aujourd'hui, ils veulent nous piquer notre cagnotte. Et alors, ils ont dit que non. Ils ont dit que ça serait garanti. Tout ça est absolument faux. Pas. Tout ça est absolument Anas, faux. alors la détermination d'Emmanuel Macron, et je pense qu'il parlait des blocages. Quand il dit blocage, il parle de ce qui peut se passer à la SNCF ou à la RATP à partir du 5 décembre. Il dit il y aura peut-être des blocages, mais j'irai jusqu'au bout. Je ferai tout pour qu'il n'y en ait pas, mais j'irai jusqu'au bout. Mais ça, si ce n'est pas de la prise d'otage, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que on a le droit de vouloir réformer les retraites. On est face à des pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'ils mettent de la surenchère. Il n'y a même pas encore une journée de grève qui a démarré. On est à 40 jours à peu près du 5 décembre. Non, mais sur la question des réformes, après qu'il y ait des journées de 24 heures, des avocats, de la santé ou autres, ou des professeurs, c'est autre chose. Le 5 décembre, il y a quand on regarde, il y a eu 18 mois de concertation. Moi, je vous invite à pas me croire sur parole. Vous allez sur YouTube, vous tapez François Fillon. François Fillon, système à point. François Fillon, il connaît très bien Jean-Paul Delevoye. Il a fait la réforme des retraites en 2003. Qu'est-ce que dit François Fillon ? Il dit il ne faut pas être démago. On sait très bien que le système par points, c'est un système pour permettre de dévaluer les pensions de retraite. Regardez, me faites pas confiance, écoutez pas Anas Kazib. Oui, mais Jean-Paul Delevoye sait très bien que le système par points, ça sert à dévaluer les pensions de retraite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui ne sont pas dans mon camp social, ils disent que cette réforme des retraites ne ramènera pas 1 euro dans les caisses de l'État avant 2040. Il y a le patron du MEDEF qui n'est pas dans mon camp social, qui comprend même pas en réalité l'utilité, et notre ami Thibault Langsade, les patrons qui sont plutôt dans la lecture de ce qui se passe et des tendances de classe, lorsqu'ils voient ce qui se passe au Chili, lorsqu'ils voient ce qui se passe au Liban, lorsqu'ils voient ce qui se passe dans un certain nombre de pays, sentent qu'après 1 an de gilets jaunes, le truc à ne pas faire... On peut plus rien faire. Mais écoute Raymond Soubi. D'accord, mais là, tu vas citer 15 personnes. Non, mais je parle de Macron, lui il dit, moi je veux faire la réforme. Je te cite des gens qui ne sont pas des gauchistes. Et Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il dit ? Je pense que Bernard Arnault serait plutôt contre. Parce que s'il y a bien un truc que le patronat a peur, c'est de perdre tout. C'est de perdre tout définitivement pour que toi derrière tu perds de 100 balles de retraite. S'il y a bien un truc que le patronat et la bourgeoisie de manière générale ont peur, c'est les retraites, ça concerne pas que la bourgeoisie. Mais oui, et le 5, ce n'est pas qu'une seule journée de grève, c'est une grève illimitée. Il y a la métallurgie. C'est bien ça, tu trouves c'est bien ça de foutre le pays en l'air? Moi je pense que non, pas foutre le pays en l'air, mais je pense qu'il faut répondre à Macron. Si Macron va jusqu'au bout de la réforme des retraites, faut que Macron sache qu'on change ira rien. Plus loin que lui. On change rien. S'il veut faire un une système Juppé, qui fonctionne plus, on change rien. On va lui rappeler l'histoire. Mais c'est-à-dire qu'on ne change rien.
Comment? On ne change plus rien parce qu'on a toujours peur qu'il y ait une grève Mais quelque non, part. Mais il faut arrêter le système des retraites, c'est 2 milliards de déficit, d'accord. Bah on a le meilleur système actuel avec ce qu'il est, on peut le réformer. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi. Tu comprends bien, Olivier, ce n'est pas moi. J'appelle Monsieur Delevoye. Monsieur Delevoye, si vous voulez faire un débat, moi je viens avec votre rapport. Je viens avec maintenir les régimes spéciaux. Non, mais les régimes spéciaux, c'est 3% des actifs. Est-ce qu'il faut maintenir le régime spécial? Bien entendu. C'est normal. Mais moi, je suis pour un nivellement par le haut. C'est normal que tu sois mieux traité que d'autres. Moi, je suis pour un nivellement par le haut. C'est normal que tu sois mieux un traité. meilleur traitement de nos petits boulangers, des artisans, de toutes ces personnes qui galèrent, qui sont obligées de tout le monde doit avoir le régime des cheminots, c'est ça? Pourquoi le régime des cheminots? Tu es en train de nous dire que le régime des cheminots, il est lié à une pénibilité. Tu es en train de dire non, montrer dans un TGV ou quelqu'un de 70 ans. Il y a que les cheminots qui bossent. Il y a que les cheminots qui bossent. Non, je parle que le système des retraites. Gilles William, le système des retraites des cheminots, il date de 150 ans, d'accord. On est plus dans Germinal non plus. Il y a personne, ça intéresse personne de travailler 3 week-ends sur 4 et de faire des 3-8 pour 1200 balles. Faut arrêter 5 secondes. Alors, Gilles William Goldnadel, est-ce que tu crois à la volonté? Il veut juste garder celui d'avocat. Laissons les cheminots de côté. Est-ce que tu crois à la volonté présidentielle d'aller jusqu'au bout? De manière générale, je ne crois plus à rien de ce que raconte Monsieur Macron. D'ailleurs, ça tombe bien, je n'y ai jamais cru. Il a un discours depuis le début, il est dans la schizophrénie politique, il est peut-être dans une double sincérité. Il dit toujours en même temps tout et son contraire. C'est un centriste. Je peux te prendre. Non, c'est pas une question de centrisme. Non. Il gouverne avec une partie de la gauche, une partie de la droite, donc c'est le en même temps. Non. Alors, il est vrai que parmi les circonstances atténuantes, mais très atténuantes, que ce monsieur a, c'est qu'il est dans un parti qui est clivé dans son milieu, on le voit bien sur beaucoup de sujets. Les anciens républicains, ils ont un discours, les anciens socialistes en ont un autre, donc c'est une synthèse en vérité impossible de quelqu'un pourtant qui est extrêmement synthétique. Mais donc, pour moi, il est dans une ambivalence hybride, permanente, qui fait que je ne crois strictement rien à son discours, même si lui y croit peut-être. Bon, premièrement. Bon voilà, non mais franchement, je pense que c'est. En général, c'est jamais bon signe lorsque le politique commence par dire je ne lâcherai pas. Alors, une vraie. Non mais alors. Souviens-toi, Juppé était droit dans ses votes, c'était ça. Une vraie circonstance atténuante. Et là, je ne plaisante pas du tout. Les Français sont un peuple eux-mêmes ambivalents et pratiquement ingouvernables. On veut la réforme, mais pour les autres, pas pour nous. Bien sûr. Donc ils sont ils sont tout à la fois, parce que là on a eu un score triomphal en ce qui concerne la grève de la SNCF, mais j'ai vu que la semaine dernière, ou il y a eu des jours, les Français comprenaient. Une partie des Français comprenaient l'idée que ça serait peut-être bien qu'effectivement il y ait 2 cheminots par tram. Mais revenons pas sur la grève SNCF. Non. Macron, tu dis, en fait, ce qu'il raconte, c'est de la com. Non, franchement, je n'y crois pas du tout. Il va peut-être changer les choses, mais qui seront effectives en 2092. Donc, je pense... Non, mais il n'y a que Anas qui sera là pour voir tout ça. Bah oui, mais lui, il arrive au monde, donc c'est pas un problème. Allez, dans le monde de Macron, on n'en parle plus du tout dans les médias, mais il y a quand même, il y a un mois, un incendie qui a créé beaucoup de panique, d'inquiétude et de peur à Rouen. C'est l'incendie de l'usine Lubrizol. On est un mois après cet incendie. Le PDG de Lubrizol, monsieur Éric Schnur, espère redémarrer l'usine le plus rapidement possible, aussi rapidement que possible. C'est exactement ces termes employés. Ce qui a fait bondir la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous la connaissez, c'est Madame Vargon, Emmanuel de ce prénom, qui juge prématuré de dire que l'usine allait rouvrir très vite. Elle estime d'ailleurs que ce n'est pas au PDG de Lubrizol de commenter la dangerosité des produits. Il appartient aux autorités de santé, aux autorités indépendantes de le dire. Quand le site sera déblayé, quand on saura précisément ce qui s'est passé, parce qu'on n'a aucune information précisément sur le départ du feu, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie, eh bien on pourra à ce moment-là peut-être ouvrir l'usine. Qui a raison à votre avis? C'est le PDG qui, bien sûr, il a une activité, il y a des salariés qui disent si je peux rouvrir mon activité, j'y vais. Et puis la ministre qui dit attention, il faut attendre.
C'est une évidence que de toute façon, il ne pourra jamais ouvrir tant qu'il n'a pas les autorisations nécessaires. Donc, qu'il ait la volonté d'ouvrir pour des raisons économiques, parce qu'il a du personnel en chômage technique. Et surtout que c'est bien pas de sa faute, entendu. l'incendie. Non, mais bien entendu, c'est normal qu'ils le disent. Maintenant, je veux dire, il ne faut pas que les gens aient peur. Dans des circonstances pareilles, l'autorisation de réouverture ne sera faite qu'après expertise, contre-expertise, vérification sur l'absence de dangerosité du site. Quoi qu'il arrive, tu fais confiance aux autorités. Mais attends, mais tu crois que le préfet et qui que ce soit d'autre va le laisser ouvrir là aujourd'hui? Le préfet, il n'avait pas fait grand-chose jusqu'à présent contre peut-être les risques de cette usine Seveso. Tu sais, je vais te dire, on ne sait même pas aujourd'hui d'où est parti le feu. On le saura certainement beaucoup plus tard et c'est même pas sûr qu'on le sache. Peut-être que le feu est parti de l'extérieur parce qu'il y a d'autres usines à côté. Il y a une autre usine juste à côté. Dans quel cas, c'est pas la responsabilité de l'usine. Donc on n'en sait rien, mais il est évident, compte tenu en fait du drame qui s'est passé, qu'on ne laissera pas ouvrir si on n'est pas sûr de la sécurité du site. Anas Kazib. C'est là où on voit que le capitalisme et la santé, les raisons sanitaires et écologiques en fait sont antagonistes, parce que ces gens-là, la seule chose qu'ils prennent, qui pensent, c'est de reproduire, de recréer encore des choses. Moi, je suis pas pour la fermeture de Lubrizol, mais à un moment donné, il y a des travailleurs. N'oublie pas qu'il y a 400 salariés. Mais de toute façon, moi, je suis pas pour la décroissance. Je suis pas de ceux qui disent qu'il faut arrêter de faire des bébés. Cette usine, si elle peut redémarrer, pourquoi la pas faire redémarrer? C'est pas ça le problème, c'est que là, il y a une enquête. Les questions sanitaires ont été mises en danger. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la simple question de Lubrizol, c'est que je crois de mémoire, il y a à peu près 700 sites Seveso. Qu'est-ce qui est fait aussi pour ces 700 sites-là? Il faut les fermer? Non, je ne dis pas qu'il faut les fermer. Arrête, Olivier, ne sois pas dans la caricature. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Non, mais il faut avoir un contrôle particulier, renforcé après l'affaire de Lubrizol. C'est comme ça. C'est lorsque Tchernobyl, il y a eu un précédent. Ça t'a permis, au niveau de la gestion des centrales nucléaires dans les autres pays, de faire. Tchernobyl, c'était effectivement un très bel exemple de l'inconscience du capitalisme, n'est-ce pas? C'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple du stalinisme. Sur quoi je suis d'accord avec toi. Enfin, la bureaucratie, ça, je vais jamais la défendre. Le KGB, c'était bien l'économie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette usine? C'est vrai que Staline était un grand marxiste. C'était bien l'économie collectiviste, pas le capitalisme. Qu'est-ce qu'on fait avec cette usine? D'abord, je constate parce que, et je vous l'ai souvent dit à ce micro, souvent, ce genre de catastrophe, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit industrielle, c'est un grand moment de démagogie. Vraiment un grand moment, c'est toujours la faute du gouvernement ou de l'industriel, etc. Moi, en général, j'y connais pas grand-chose, mais j'attends, avant que de me prononcer, de voir ce qui se passe. Le petit gars de Rouen qui vous parle constate quand même qu'en dépit de tout ce qu'on a entendu, on vit actuellement à Rouen normalement. Et d'ailleurs, la catastrophe médiatique autour de cette usine-là s'est arrêtée au moment de l'attentat de la préfecture. Il y a quand même, on voit bien comment ça se passe au plan médiatique. Maintenant, par rapport au problème qui est soumis, j'abonde complètement dans le sens de ma voisine de gauche. Oui, effectivement, je comprends, c'est une fausse polémique entre Mme Vargon et le PDG. Mme Vargon, elle est même très en colère. Tout le PDG devrait se taire. C'est tellement facile, de se faire. Ça montre pas un grand courage intellectuel et politique. Allez, dans un instant, cette question, faut-il durcir la laïcité? En tout cas, les Français le souhaitent selon les sondages. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.